Salam alaikum, Azul, bonsoir. Toutes les grandes civilisations du monde qui ont conquis des territoires, des nations, qui ont dominé des peuples entiers, qu'ils ont réduits à la servitude, qu'ils ont déculturé, phagocyté, à qui ils ont imposé leur langue, leur culture, leur façon d'être et leur mode de pensée, dans leur pratique de l'art de la guerre, ces grandes civilisations ont toujours appliqué deux principes fondamentaux qui ont cours jusqu'à aujourd'hui et qui sont toutefois adaptés aux circonstances et à la technologie actuelle. Mais notons cependant que ces principes sont tout autant adoptés et mis en pratique non seulement dans les relations entre nations en guerre, mais aussi par tous les régimes prédateurs et despotiques contre leur propre peuple pour les maintenir dans l'état de domination où ils les ont réduits. Le premier de ces principes est de ne jamais laisser l'ennemi, donc le peuple, devenir trop fort, organisé, uni sous une seule direction. Et lorsque cela se produit par des circonstances exogènes ou imprévues qui ont échappé au contrôle, alors tout faire pour diviser l'ennemi, pour diviser le peuple. Commencer par semer la discorde en son sein, le diviser, le séparer en factions rivales. Quelle qu'en soit la nature du différend qui doit être savamment inséminé. L'infiltrer, cet ennemi, ce peuple, par des agents dont la mission consistera à attiser les haines, à provoquer le sentiment d'insécurité, à semer le doute dans le cœur, la peur des lendemains, la hantise de la dévastation, à calomnier les plus purs, les plus rassembleurs. Le second principe, qui doit se pratiquer dans le même temps, réside dans la corruption des élites. User de toutes les tentations, de toutes les ambitions, monter les chefs les uns contre les autres et les inviter à critiquer très fort l'ennemi zama pour devenir crédible, pour montrer patte blanche. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment en Algérie. Le régime qui a pris tout le pays en otage, qui l'a dévasté, saccagé de fond en comble, qui a compromis presque irrémédiablement son avenir, croyait avoir définitivement neutralisé toute capacité de réaction de ce peuple, à qui il a inoculé toutes ses contre-valeurs, à qui il a extirpé toutes ses vraies valeurs, qu'il croyait avoir irrémédiablement corrompu, a eu la très mauvaise surprise de découvrir un certain 22 février que sous les scories de l'ignominie, le peuple était toujours vivant. Mais le régime a tenu bon, parce qu'il était une question de survie pour lui, malgré plus de 10 mois de méga manifestations. Le régime a réussi à faire passer, par la grâce de la plus grande fraude électorale jamais pratiquée dans ce pays depuis 1962, un président fantoche, archétype même de l'apparatchik, même s'il n'a fait partie que de la périphérie des vrais centres de décision. Mais le fait accompli ne passe pas. Et le peuple est toujours vent debout contre cette opération suicide, même s'il est sonné, même s'il est en train de vivre des lendemains un peu difficiles. Alors, le régime a compris qu'il lui fallait appliquer ces deux principes de l'art de la guerre. Et comme il est en guerre contre son peuple, il n'a pas attendu. Aussitôt le président fantoche désigné, un appel est lancé au Hirak pour l'entame d'un dialogue avec toutes les mesures d'accompagnement que vous imaginez. Vous les imaginez très bien.
Corruption, tentation, division, calomnie, incertitude des lendemains, une presse aux ordres qui brosse des tableaux très noirs de demain, des promesses en tout genre, bien sûr, y compris des charges de Marocains, des postes diplomatiques, des subventions, voire même du fric. Beaucoup de fric. Et déjà, les premières réactions ont commencé à se faire jour. C'est à qui, parmi certains milieux coutumier du fait, n'est-ce pas, se précipitera le premier avant la bousculade, avant la ruée, tant qu'il y a encore de la place. Et même au sein du Hirak, des voix commencent à s'exprimer dans ce sens, qui nous déclarent que la plus grande erreur du mouvement citoyen du Hirak aura été de s'attaquer aux chefs de l'armée, qui sont pourtant à la connaissance de tout le monde, l'alpha et l'oméga de toute la catastrophe que nous subissons aujourd'hui. La machine est lancée. Les opportunistes de tout poil commencent à frétiller de la queue. Il reste à savoir si le Hirak, qui ne s'est pas encore doté de représentants, saura s'exprimer, en l'occurrence, serrer les rangs et ne pas se laisser infiltrer par le doute et la discorde. Objectif vital du régime, diviser le Hirak. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Moussab, merci d'être avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir. Donc bonsoir à vous, aux téléspectateurs et aux invités. Merci beaucoup. Alors, au téléphone depuis les États-Unis, Larbi Zouemia, analyste politique. Larbi Zouemia, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Azul c'est Jamal. Wa alaikum salam. Mes salutations à vous inviter. Merci, c'est Larbi. Marhaba bik. Avec nous depuis Alger au téléphone, Amira Bouraoui, militante pour la démocratie et néanmoins médecin au chômage, bien sûr. Amira, pas au chômage, qui ne travaille pas parce qu'elle a des soucis avec le régime. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci infiniment pour l'invitation et bonsoir à tout le monde. Merci, bonsoir Amira. Fatih Titouche est avec nous depuis Toulouse, je crois. Fatih Titouche, militant politique, merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Benchenouf, bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, Moussab Hammoudi, donc nous allons commencer par ce premier sujet, l'appel du pied, c'est même pas l'appel du pied, c'est l'appel direct de M. Tebboune à un dialogue. Et vous qui êtes parmi les organisateurs de la résistance, j'allais dire,
de la diaspora, à Paris notamment, qui est l'un des organisateurs principaux de la marche de la place de la République. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel au dialogue? Déjà, hier se tenait une marche pour refuser déjà le processus qui a été défendu par le général d'État, le chef d'état-major. Donc c'est déjà une bonne réponse collective de l'ensemble des camarades qui sont investis dans cette révolution. Après voilà, ce sont les ruses du système, parce que maintenant, il sait qu'il n'a pas de légitimité, il a imposé une façade politique, mais sans légalité, sans légitimité, parce que la légitimité se tient en Algérie à partir du maquis, cette génération est finie, ou à partir du texte constitutionnel, ça n'a jamais eu lieu, ou bien la légalité, c'est-à-dire le processus électoral, ça n'a pas marché puisque la couverture médiatique et les réactions de l'opinion internationale ont été vraiment très timides. Alors à partir de là, ici, il sait très bien, le chef d'état-major, qu'il n'a pas beaucoup d'atouts. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut nous imposer avec cette histoire de dialogue? C'est donc le chef d'état-major qui est toujours aux commandes, selon vous? Absolument. Ce n'est pas Tebboune. Non, absolument. Tebboune n'est que la façade. C'est une tentative de façade. Ce sont des choses qu'il faut expliquer, malheureusement. Hein. Tebboune ici n'est qu'une tentative de refaire une façade, un rideau derrière lequel va se cacher l'état-major. Et donc après, la ruse serait de dire, voilà, dialoguer avec Tebboune, et à un moment donné, se poser en arbitre, comme ça, il est à l'abri. Donc le problème ici, c'est que ça donne un semblant. En fait, l'état-major veut imposer au Hirak une sorte d'armistice indirect. Et quand même, ça serait quand même assez idiot d'accepter de signer l'armistice, alors qu'on mène, nous, là-dedans, c'est que le rapport de force est dans le camp du Hirak, clairement. Et c'est pourquoi l'état-major, comme vous dites, cherche à diviser le Hirak. Parce que là, c'est déjà des gens montrent beaucoup d'enthousiasme. C'est une vraie paix séparée. Hein. Ils ruent dans la mêlée, ils se précipitent pour arriver les premiers. Certains partis ont déjà fait des annonces qu'ils étaient d'accord, des personnalités politiques et même des gens du sein du Hirak. Bien sûr, mais ça, c'est le propre de toute révolution. Dans les révolutions à des stades avancés, c'est pour ça qu'on dit la révolution est un tamis, gherbel. Oui, absolument. Donc elle va filtrer tous les opportunistes, tous ceux qui sont à la recherche de quelques gains, de quelques scélératesses, ils vont sortir. Et c'est tant mieux, parce que cela va permettre à la révolution de se renforcer. On a vu par exemple quelques figures qui sont issues de cercles militaires, qui sont proches, qui ont été éduqués dans des casernes, proches de cercles d'émirs et tout ça. Il y a même des partis islamistes qui sont dans les brancards. Il y a de tout. Déjà, qui sont coutumiers du fait, qui d'habitude marchent dans ce genre de combine, ils sont presque tous manifestés. Absolument, et ça c'est tant mieux, parce qu'en plus, c'est eux qui portaient l'élan défaitiste à l'intérieur du Hirak. C'est pour ça que je mets en garde ceux qui sont encore dans le Hirak, qu'ils arrêtent d'adopter un discours défaitiste, de dire oui, on a perdu parce qu'ils ont organisé des élections. Non, les élections organisées par l'état-major n'engagent que l'état-major, elles n'engagent pas le Hirak. Le Hirak, il continue dans sa voie. Et puis, il n'est pas tenu de recevoir un coup. Pourquoi? Parce que le Hirak n'a pas besoin de plan. Le Hirak, il a besoin de résister, de rester dans les rues. C'est l'état-major qui a besoin de faire des plans et des scénarios. Le Hirak n'a besoin que de les déjouer et de l'enfoncer dans la crise. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, personnellement. Je vous le dis comme je le pense. Hein. Au sein du Hirak, on dirait qu'il y a des gens, y compris parmi les plus visibles, qui ne s'attendaient pas à un tel résultat. Il fallait être naïf pour penser que ce régime n'allait pas frauder. Et ils sont très déçus, ils sont abattus, c'est la gueule de bois, c'est vraiment le désespoir, la détresse. Ils ne s'attendaient pas à un tel résultat. Tout le monde sait très bien que le régime n'allait pas se contenter d'un petit 10% ou d'un petit 8%, qu'il allait faire monter au maximum parce qu'il a besoin d'une validation à l'international, parce qu'il a besoin de convaincre les plus hésitants. Donc c'était prévisible. Pourquoi alors les gens sont-ils autant déçus? C'est pour ça, il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui sont novices, il y a des gens qui n'ont pas l'expérience de l'autoritarisme, parce qu'un pouvoir dictatorial autoritaire,
c'est pas tout le monde qui s'accoutume avec sa mentalité. Il y en a qui sont Depuis le complètement, temps. mais Depuis bien le sûr, temps, hein. et il y en a qui sont complètement engloutis par les réflexes autoritaires au point de ne pas déceler les jeux de vrai. pouvoir, C'est et vrai. surtout du pouvoir central. Alors à ce moment-là, en fait, le rôle que devait jouer l'état-major était visible dès le départ, parce qu'il n'a pas Bien caché sûr. son jeu. C'est le semblant de conférence de Karim Younes qui a conduit à l'instance de fraude électorale ont été clairement annoncé la couleur. Ils ont annoncé la couleur, mais parfaitement. Donc c'est pour ça que nous, on a essayé toujours d'inciter les gens de rester dans le pacifisme, mais aller dans l'escalade, parce que ce régime est sclérosé, il a des réflexes anciens, il ne peut pas se renouveler. Mais il a surtout il du peut pas- culot. Hein. Oui, mais il ne peut pas se renouveler, il ne peut pas se réformer, donc il restera Il dans va ses mourir de réflexes. sa belle mort. C'est comme ça. Et le chef de l'ANI, Mohamed Sharfi, alors moi j'ai été estomaqué. Alors, parlant de la plus grande fraude massive qui a eu lieu en Algérie depuis 1962, tout le monde est d'accord là-dessus. Jamais dans ce pays où la fraude a toujours régné, on a atteint un tel niveau de fraude. 40% de fraude. Parce que la vraie participation a été de 8%, y compris les morts, y compris le double vote des militaires, y compris des gens qui ont voté sans le savoir, on les a fait voter sans qu'ils le sachent. 8%. Ils ont fait monter à 40%. C'est la plus grande fraude. Alors, parlons de cette fraude. M. Mohamed Sharfi nous dit c'est la plus belle élection et la plus forte adhésion depuis 1962. C'est quand même incroyable. Parce qu'il est la réplique du chef de l'état-major. Ils sont dans le déni. Le chef d'état-major a effacé tous les chronotopes, tout ce qui concerne l'espace et le temps. Il ne voyait que le 12. Il ne voyait pas les jours défilés. Il ne voulait pas voir les gens défiler dans les rues. Et sa seule obsession a été le déni de l'espace-temps et focaliser la date du 12-12. C'est pareil. Ils reçoivent des signaux et ils les répliquent. Alors, l'Arbi Zouaimia, au sujet de donc, cet appel au dialogue lancé par le président désigné de l'état-major. De toute manière, j'allais dire quelque chose de très important. C'est que le Hirak a porté le débat à un certain stade. C'est une positivité non négligeable. Maintenant, les gens qui ont un peu misé sur ce qu'on appelle les élections, en tant que telles, les élections présidentielles, non, nous avons dit dès le départ qu'il s'agit d'un système. On n'a pas à nous imposer l'ultimatum du Nidam, qu'il fait les élections, qu'il proclame les résultats qu'il proclame. Maintenant, la linéarité, ce linéaire-là doit continuer. Certainement, il y aura des turbulences. Il se peut qu'il y aurait des turbulences, ou il y aura des turbulences, parce qu'il essaye un petit peu de diviser, de tronçonner, de saucissonner ce mouvement-là, mais le mouvement peut se ressaisir. Maintenant, cet individu qui est en train de lancer l'appel au Hirak, l'appel au dialogue, c'est une manœuvre bien calculée, parce que si à jamais on opte pour cette option de dialoguer avec ce monsieur-là, ça veut dire qu'on remet en cause exactement la nature du Hirak. C'est un président, comme vous l'aviez répété avec votre invité que je salue, c'est un président illégitime, parachuté, fantoche. Il n'y a pas de 5 millions qui ont voté pour lui, parce qu'ils sont les 5 millions, on aimerait bien les voir. Il y a 61 000 bureaux de vote, 31 000 masques pour les hommes et quelques 26 000 bureaux de vote pour les femmes. On aimerait bien voir on aimerait bien voir maintenant l'Internet vous permet, les sites vous permettent de mettre ça sur Internet. On veut bien voir ces PV-là des bureaux. On veut bien voir qui a voté, qui n'a pas voté. Donc, cette méthode russe, c'est la magie russe, c'est les cartes russes à peu près. Mais on a joué d'une manière vraiment, vraiment archaïque, parce qu'on a placé des officiers de liaison avec les Walis. Les Walis, chefs de Daïra, et vous avez tout le magma FLN-RND qui représente quelques 1250 communes. Donc, un statisticien m'a dit que la vraie information, vous l'apportez au niveau des présidents d'APC et des vice-présidents d'APC. C'est là où ça se joue, même si le FLN a dit qu'il faut voter pour Mouhoubi. Depuis l'indépendance, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est très pertinent. Depuis l'indépendance, peut-être c'était pas visible, mais depuis l'indépendance, vraiment, on assiste à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il y a l'assistance de quelques services secrets étrangers qui ont façonné, qui ont donné le canevas de façon à ce que vraiment un président sorte de nulle part. C'est
C'est un coup de Mais magie. l'Arabie Saoudite, est-ce que cet appel au dialogue lancé par Tebboune ne risque pas de diviser le Hirak? Bon, nous savons très bien que ceux qui commencent à se prononcer ne sont pas vraiment du Hirak, même s'il leur arrive pour certains d'aller manifester entourés de leurs militants. Généralement, on connaît même un parti qui a manifesté dans une rue isolée, déserte. Il s'est fait entourer de ses... Nous avons même des preuves pour ça. Hein. Il s'est entouré de ses militants et il a commencé à crier comme s'il était au milieu de la foule. Mais donc, sachant que ces gens ne sont pas vraiment du Hirak, mais qui s'en revendiquent et qui dénonçaient la fraude électorale et qui s'étaient en quelque sorte ralliés du côté du peuple à un moment où il était très fort et qui maintenant donnent des signes très inquiétants de vouloir rejoindre le régime. Est-ce que ces ralliements de la 25e heure, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait jouer un peu dans la déstabilisation du Hirak? Écoutez, le Hirak, même sur le plan sociologique, si on l'analyse en tant que mouvement, en tant que dynamique de foule, il comporte en son sein à peu près des niveaux de conception et de perception. Certainement, il y a des opportunistes. Même le Parti démocrate américain, il y a des opportunistes. C'est pour cela que le Parti républicain, pour éviter l'opportunisme partisan, c'est un parti qui est fondé sur les pionniers et les rangers, ceux qui contribuent à 100 000 $ pour en finir avec le débat. Certainement, c'est du cours. Mais la substantifique nouvelle du Hirak aussi, c'est le débat, justement, c'est cette interaction, parce que c'est un mouvement, il y a une interaction. Nous avons des formules nouvelles maintenant, toute cette phraséologie, toute cette ontologie politique nouvelle, c'est quelque chose de bénéfique pour l'avenir, parce que le nidam, le rire, le rente à peu près, notre histoire avec la rente, elle est exceptionnelle, parce que nous sommes dans un pays inédit en matière d'expérience politique. Il ne faut pas nous faisons nos expériences nous-mêmes, nous allons au charbon nous-mêmes, depuis déjà la venue des Français en 1830. Les expériences et des expériences nouvelles, on essaie de s'adapter. Le Hirak, certainement, il est traversé par de courants, y compris votre chaîne a fait passer des gens qui étaient opportunistes et on les voit maintenant en train de courir parce qu'il y a la jatte en bois. Mais c'est normal, là, l'Arabie Saoudite. Nous, on passe tout le monde. Nous, si le général Gaïd Salah vient demain, on le reçoit avec plaisir. Nous, on passe tout le monde. C'est le principe. C'est le principe, absolument. Vous n'êtes pas responsable sur les avis des gens. Absolument. Mais on a vu des gens défiler, même dans le Maghrébia, qu'on les voit maintenant en train de se préparer pour la jatte en bois. Il y a de l'argent, il y a du couscous. Demain, il y aura du couscous, il y a l'opportunisme et le cercle intérieur de Tebboune. Quelle que soit la nature de Tebboune, déjà, il va s'organiser et c'est la même littérature, c'est la même méthode, c'est le même modus operandi. C'est pour cela que nous disons, j'aimerais bien vous donner 30 secondes pour ça, lorsqu'on a dit un espace, donc un tympan à peu près, c'est justement pour que la société respire sur le plan des libertés, sur le plan de la création politique. C'est pour voir de visu des expériences à peu près nouvelles, pour voir une autre classe émerger. Et cette période-là a été avortée, a été vilipendée, a été détruite par Gaïd Salah et consorts. Donc nous faisons face toujours à un régime rentier, mais il ne faut pas qu'on s'impose des dates. Qu'il fait ce qu'il veut, c'est un pouvoir illégitime, c'est un pouvoir assassin et c'est un pouvoir corrompu. Il faut rester avec nous. Ça va se ressaisir si à jamais il y aura des entraves à peu près et des embûches dans le parcours. C'est ça ma vision. Et restez avec nous, l'Arabie Saoudite. Amira Bouraoui, alors sur le même sujet, donc appel au dialogue de Tebboune et déjà des gens qui commencent à se manifester ici et là. Et il va y en avoir d'autres qui sont en train de nous dire que de toutes les façons, on n'a pas le choix, il faut aller au dialogue, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Il ne faut pas pousser les choses au bout, c'est l'impasse, il faut en sortir, quel que soit X, même si c'est un président élu par la fraude, etc., etc. Votre avis sur la question? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que l'opportunisme est humain et que ceux qui aujourd'hui essayent de se vendre au plus offrant, c'était prévisible. Que ceux qui ne peuvent exister en tant que parti avec le Hirak vont essayer de s'accrocher au pouvoir. C'était prévisible. Maintenant, si des éléments du Hirak, par ambition ou par naïveté, font en sorte de faire valoir à M. Tebboune
qui est encore télécommandé par le haut commandement militaire. C'est lui qui l'a mis en poste. Ce n'est pas la majorité des Algériens qui a voté pour lui. La majorité des Algériens étaient dans la rue. La majorité des Algériens n'aspirent pas à être un parti politique. Sinon, on va revenir au parti unique. Il y a des Algériens de toute sensibilité, et puis celui qui a envie de créer un parti, une association, de se regrouper, il n'y a pas de souci. Mais personne ne peut parler au nom du Hirak. On a déjà du mal à trouver un président qui parle au nom des Algériens, car le vote n'est pas légitime. Même Tebboune ne peut pas parler au nom des Algériens aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est les Algériens qui parlent au nom des Algériens. Il se trouve qu'aujourd'hui, ceux qui essayent d'avoir un discours défaitiste pour pousser les gens dans les bras du régime ou les vestiges du régime, ceux qui ont des discours défaitistes, font croire que le Hirak n'apporte rien ou n'a rien apporté. On est encore en plein processus révolutionnaire. Et c'est une bonne chose, parce qu'une révolution, ça dure dans le temps. C'est 9 mois, c'est de quoi faire une formation politique à une nouvelle classe politique. Les jeunes qui n'ont jamais parlé politique jusqu'ici, en 9 mois, ils s'intéressent à leur pays et ils s'intéressent à la politique. C'est une nouvelle classe qui naît aujourd'hui. Donc, avoir un discours défaitiste face à un Hirak qui a empêché un 5e mandat, une prolongation d'un 4e, qui a fait rentrer chez lui un dictateur sans verser une goutte de sang, il est en train de gagner. Ce qui s'est passé le 12 Mais justement, Amira, pardonnez-moi de vous interrompre. La même question que j'ai posée à Mossab. Moi, j'ai été un peu étonné de découvrir que beaucoup des gens du Hirak qui ont manifesté pendant 10 mois, qui manifestent chaque vendredi, mais même chaque mardi, qui étaient déterminés, sont très abattus aujourd'hui. Comment se fait-il qu'ils n'aient pas compris, qu'ils ne se soient pas mis dans l'idée que le régime ne pouvait pas faire autrement? Il fallait bien qu'il fraude, il fallait bien qu'il sorte son cheval, son fantoche, pour pouvoir se cacher derrière. Comment se fait-il que les gens soient déçus, qu'ils ne se soient pas attendus à une telle fraude? Je pense que les militants et ceux qui militent depuis longtemps savaient déjà que le régime allait imposer quelqu'un. Et c'est pour cette raison que j'avais accepté le week-end dernier, avant même les élections, l'invitation à l'université de Béjaïa, où le thème était justement le 12 décembre, que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est qu'un fait divers d'un régime qui a l'habitude d'agir ainsi et de désigner des présidents, qu'il ne fallait pas baisser les bras et que le processus révolutionnaire doit se poursuivre. Vous savez, M. Benchenouf, je suis très contente, moi, qu'il y ait un président avec si peu de légitimité. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que c'est le peuple qui est président aujourd'hui. Ce n'est pas Tebboune. Tebboune marche sur des œufs. Sa première déclaration, qu'est-ce qu'il déclare? Je veux n'thaour ma al-Hirak. Ça n'est jamais. Oui, mais c'est peut-être pour diviser le Hirak. C'est peut-être pour diviser. Bien entendu qu'il y a des intentions. Il y a des intentions de diviser. Il y a des intentions de pousser à la décantation. C'est clair. Mais aujourd'hui, le travail du militant est justement de dire qu'il ne faut pas baisser les bras, que vous avez gagné. Vous avez gagné pour la première fois dans ce pays un peuple qui a toujours été divisé, M. Benchenouf. Oui. M. Benchenouf, aujourd'hui, la Kabylie soutient Oran soutient la Kabylie, l'Azima soutient la Kabylie, etc. C'est des wilayas qui se soutiennent. Nous sommes un peuple qu'on a longtemps divisé entre Kabyles, non-Kabyles, ultra-super musulmans, musulmans modérés, un peu moins musulmans. Nous sommes aujourd'hui un peuple dans sa diversité qui a appris à l'être sur le terrain et pendant des mois où la femme a retrouvé sa place, où l'Algérien ose parler sans avoir peur, où il ose critiquer un régime, critiquer un président fraîchement élu. Il n'y aura plus de Fakhamatohu demain. Aujourd'hui, c'est le Hirak qui est en position de force et accepter la négociation en disant oui, il y a des préalables de libération des détenus. Les détenus, ils libérés, c'est pas un préalable. Et restez avec nous, Amira Boraoui. Fatih Titouche, même question au sujet donc, de cet appel au dialogue et des premières manifestations de certains milieux, voire de certains acteurs du Hirak, voire de certains politiciens, acteurs et autres acteurs politiques.
De quoi s'agit-il? De dialogue. Moi, le dialogue, je pense qu'il y a, en fait, le dialogue, parler de dialogue, c'est un non-sens en fait. Parce que les objectifs du régime ou du système autoritaire en place et les objectifs du Hirak, de la révolution, sont diamétralement opposés. Ils ne se rencontrent pas du tout. Il y a un peuple qui veut le changement du système après s'être débarrassé du régime, c'est-à-dire des éléments qui composent du personnel politique qui fait marcher ce système politique, mais le peuple demande le changement de tout ce système, c'est-à-dire la refondation de l'État algérien de fond en comble, de toutes ses institutions. Le peuple parle de l'indépendance de la justice, le peuple parle de l'indépendance des médias, de libérer les médias, de libérer l'espace politique. Il parle de tout ça, le peuple, de tout ce système-là, de mettre l'institution, enfin l'état-major hors d'état de nuire et hors du champ politique. Tout ça est diamétralement opposé au système. Le système nous propose le dialogue. Quand il nous propose le dialogue, le système, il nous propose en fait, en réalité, une seule chose. Il nous dit, je reste là, voulez-vous prendre des miettes? Mais, C'est-à-dire que allez-y, poursuivez. Oui. Le fond de ce qu'on est. Oui, mais je voulais vous poser une question. Tout le monde sait que le vrai pouvoir, c'est l'état-major, c'est les militaires. Tout le monde sait que Tebboune a été installé par une fraude massive, la plus massive depuis l'indépendance. Tout le monde sait que les aspirations du Hirak, ce n'est pas de la cosmétique. Ce sont des aspirations de fond. Ce sont l'avènement d'un état de droit. C'est une république où les pouvoirs sont séparés, où l'armée n'a pas de rôle politique à jouer, etc. Tout le monde le sait, ça. Et Tebboune arrive, produit de la fraude, et il lance un appel au dialogue avec les habituels discours redondants, douceâtres, etc., patriotards. Et il se trouve que parmi les acteurs politiques qui ont été agréés pour la plupart par le même régime, les partis politiques ont tous été agréés par ce même régime. Il rue dans les brancards et il court et à qui répond tout de suite et il nous dit, écoutez-moi bien, Fatih Titouche, il nous dit, oui, on n'a pas le choix, c'est comme ça, et c'est pour le bien du pays, demain, la crise économique, elle déboule, il faut faire vite, etc. C'est quoi cette façon de penser, d'essayer de tromper, j'allais dire de tromper l'ennemi par l'opinion publique? Bien heureusement pour nous, c'est qu'ils sont en incapacité. Alors on aurait pu dire, malheureusement pour nous, nous n'avons pas de parti politique capable aujourd'hui de donner, de transformer ou de traduire tout cet élan populaire en un projet, un véritable projet politique rassembleur pour la construction et l'édification d'un État nouveau. On peut le dire dans ce sens. On peut le dire aussi, heureusement pour nous, que ces partis-là, en fait, qui sont intellectuellement conditionnés par des années d'exercice politique dans ce système politique, sont aujourd'hui incapables de bouger, j'allais dire, un dixième, un centième ou peut-être un millième de ce peuple. Ils sont en termes de crédibilité, leur crédibilité avoisine le zéro. Et ça, ceci revient à beaucoup de choses, à beaucoup de causes qu'on pourrait énumérer. Ces partis politiques, effectivement, et vous avez raison de le dire, parce que je pense que la prochaine étape dans la manœuvre du régime, ça serait de pousser à aller vers une élection législative anticipée dans laquelle les premiers partis de ce qu'on appelle Mouellet et avoisinant le Mouellet vont commencer à aller dans cette course. Les autres, par peur de perdre leur quota dans ce système-là, pourraient peut-être être tentés de partir dans cette course-là. Donc ça, on le voit dès maintenant. Le dialogue va servir
à ça. Le dialogue va servir d'une espèce de chambre noire pour commencer à négocier des quotas avec ces partis politiques. Bien heureusement pour nous, tous ces partis politiques-là sont complètement discrédités. Et certains acteurs du Hirak, est-ce qu'ils ne vont pas être tentés de rejoindre la mangeoire, de rejoindre leur atelier? Certainement, il y aurait des opportunistes, comme le disait Amira Boraoui, il y aura de l'opportunisme. Mais c'est clair. Mais par contre, moi, ce qui me rassure, j'ai vu, M. Benchenouf, des personnalités d'une très grande crédibilité, ou du moins on leur accordait une très grande crédibilité. Personnellement, la première fois quand j'ai vu ça, j'avais peur. Je me disais, toutes ces personnes-là, cette personne-là qui est très crédible, qui est très écoutée, maintenant qu'elle change de veste et qu'elle se met au service du régime, elle va entraîner avec elle toutes les personnes qui l'écoutaient. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Et je peux citer des noms, je n'ai pas de problème à citer des noms. Toutes ces personnes-là qui ont changé de veste se sont vues aujourd'hui rejetées et vomies par cette révolution. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Sociologiquement, on comprend que le peuple, en fait, ce qui le protège, c'est qu'il sait très bien ce qu'il veut. Et restez avec nous. Tant que vous soutenez les objectifs de ce peuple, tant que vous participez à faire avancer ces objectifs, vous êtes le bienvenu dans le Hirak. Dès lors où vous essayez de détourner ces objectifs, vous êtes tout de suite démasqué et vous êtes tout de suite rejeté et éjecté. Comme, en fait, il s'est doté d'un système immunitaire qui le protège de tous ces opportunistes. Là. Nous avons parlé du dégagisme et on nous avons dit que non, il ne fallait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu comment le dégagisme nous a très bien protégés. Et restez avec nous, très intéressant cette vision le Hirak a développé une sorte d'immunité où il rejette de facto les parasites qui l'infestent, même s'ils étaient des anticorps ou s'ils étaient utiles. Mais alors, j'aimerais vous poser une question que se pose un peu tout le monde. À un certain moment, le Hirak était clair. Il a demandé à l'état-major, il lui a dit, il ne faut pas parler de dialogue du temps de Karim Younes. Il a dit, nous ne voulons pas que vous parliez de dialogue, nous on veut négocier. Et nous voulons que vous, l'état-major, vous soyez d'un côté de la table et que nous de l'autre côté. Pourquoi vous nous demandez de dialoguer? Nous, on ne veut pas dialoguer. Or, aujourd'hui, vous qui êtes dans les sciences politiques, quelle est la différence entre négociation et dialogue? Merci beaucoup pour cette question, d'autant plus qu'elle est très soulevée. J'ai vu auprès des militants, dans les réseaux sociaux, dans les activités militantes, elle pose beaucoup de problèmes et souvent, elle centralise le débat. Tout un live ou toute une agora est centrée sur dialogue ou négociation. En fait, il faut savoir que dans l'exercice de la politique, c'est-à-dire le rapport de force, il n'y a pas de dialogue, il n'y a que négociation. En fait, le dialogue, c'est le terme médiatique que va employer les médias pour rhétoriquement atténuer. C'est une atténuation pour un peu calmer, pour qu'il n'y ait pas un climat de tension. Il n'y a pas des parties belliqueuses hostiles l'une à l'autre, quoi. Voilà, donc pour un peu rassurer l'opinion publique, que ça aille pas loin, que ça ne dégénère pas, on utilise le mot dialogue. Mais concrètement, dans la tête de ceux qui exercent le pouvoir, il n'y a que dialogue, que négociation, puisqu'il s'agit de basculer le rapport de force. Alors le problème ici, quand on dit dans la situation, si on transpose sur la situation en Algérie, déjà il ne peut pas y avoir ce dialogue, puisque déjà morphologiquement, les réflexes sont différents. C'est-à-dire on a un Hirak qui est complètement rationnel, il sait ce qu'il veut, il le dit, et d'ailleurs sa force tient parce qu'elle est revendicative et non pas opportuniste, et c'est pour ça que les opportunistes sont rejetés automatiquement. Et donc, ici, en face d'un régime militaire qui est atteint de ce que j'appelle la maladie infantile de l'autoritarisme, et c'est le déni. Il ne peut pas communiquer, il n'a pas la capacité de communiquer. Donc, on a des communications très claires en face d'un déni. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment le terrain qui doit séparer ou mettre ces deux parties en confrontation pour que le statut soit donné au plus fort. Et pour arriver à la négociation. Bien sûr. Et c'est pour ça que, tout ce qui est libération des détenus, défendre les libertés principales ou bien la libération du champ médiatique ne font pas partie de la négociation.
Ce sont des préalables, c'est une gage, c'est une forme d'acte de bonne foi que l'état-major doit soumettre au Hirak pour qu'on puisse déjà dire qu'il est crédible. Parce que jusqu'à présent, il ne nous a rien montré de sa crédibilité, mais même au contraire. Donc venez au dialogue, mais on réprime. Venez au dialogue, mais je donne les ordres pour que les forces de l'ordre tirent en plein dans les yeux sur des manifestants pacifiques. Alors, vous avez vu c'est quoi ça? D'ailleurs, nous allons voir quelques images, si elles sont prêtes, de manifestants sur lesquels on a sur lesquels on a tiré dans l'œil. Et généralement, l'œil droit. C'est comme si une instruction avait été donnée. J'aimerais voir les images. Nous allons voir les images. Et nous revenons à la discussion. Regardez. Voilà. L'œil droit. Tous ont reçu des coups ou des bombes lacrymogènes ou des projectiles. Mais là, c'est l'œil gauche. Mais dans l'œil. Il y a des dizaines de blessés de ce type. Vous pensez que c'est fait exprès, qu'une consigne a été donnée de les frapper dans les yeux, de tirer? Bien sûr, les forces de l'ordre, par définition, c'est eux qui détiennent la répression. Et donc, en fonction de cela, ils s'entraînent pour le faire. Ils ne le font pas au hasard. Donc, des blessures comme ça, ciblées. Mais bien sûr, c'est dans les commissariats, il y a les champs de tir. Pour faire peur aux gens, pour les dissuader de manifester. Mais bien sûr, c'est pour choquer. C'est pour heurter, c'est pour un peu susciter un trauma. Eh oui, risquer de perdre son œil. Bien sûr. Alors, la question, j'aimerais faire un tour de micro sur une question très polémique. Beaucoup de gens sont en train de dire, tant que le Hirak n'a pas de représentant, on ne peut qu'aller au mur. On va à armes inégales. Eux, ils sont hyper structurés, ils ont leur nervis, ils ont leurs médias, ils ont tout ce qu'il faut. Et nous, on n'est qu'une masse informe. On ne sait même pas où on va. Et d'autres disent, ah non, ce n'est pas le moment de faire émerger des représentants, parce que nous risquons d'affronter cette histoire d'égotisme, nous risquons qu'il soit utilisé par le pouvoir, approché, la tentation, la corruption, ou alors la répression, comme cela s'est passé pour les gens qui sont en prison en ce moment. À votre avis? Bien sûr, je suis défenseur de la deuxième option, parce qu'on a des antécédents avec ce régime. C'est-à-dire son jeu favori, c'est ou bien entraîner vers la violence, ou bien de sélectionner ceux avec qui il doit dialoguer. Donc ici, même si une représentation est viable, et il sera en face d'une poignée de gens, d'une dizaine, et au mieux une centaine. Et c'est son jeu favori. Parce que pour lui, mais comment faire? On ne va pas rester son représentant ad vitam aeternam. La question qui doit se poser d'abord, c'est est-ce qu'on en a besoin? Pour négocier. Il faut attendre l'offre de négociation. Mais bien sûr, parce que c'est qui détient le pouvoir? C'est l'état-major. C'est lui qui doit appeler à la négociation. Et une fois qu'il appelle à la négociation? Mais bien sûr, à partir de là, il doit donner les gages, parce qu'on ne le croit pas sur facture. Oui. Il faut qu'il donne les gages, c'est-à-dire les actes de bonne foi, libérer les détenus, ouvrir le champ médiatique, garantir les libertés, ouvrir un peu l'embargo qu'il fait autour d'Alger. À partir de là, d'accord, il y aura une représentation sans aucun problème. Il sera possible de s'organiser à ce moment-là, de désigner ses représentants? Absolument, ça sera fait automatiquement. Alors, l'Arbi Zouaimia sur cette question? L'Arbi Zouaimia? Monsieur Benchinoff, ce qui fait, nous, lorsqu'on débat, c'est-à-dire sur le plan horizontal, entre intellectuels, entre leaders d'opinion, entre des gens peut-être qui sont un peu politisés, cette façon-là doit être différente à ce que nous entretenons nous-mêmes avec le Hirak. Parce que la réalité du Hirak, elle est autre. La causalité, c'est-à-dire le cause à effet est né exactement à partir des problèmes que vit le citoyen. C'est pour cela le caractère citoyen, le réflexe citoyen du Hirak doit prévaloir. C'est ça sa définition, c'est ça son qualificatif. Maintenant, nous avons beaucoup débattu. Certes, c'est nécessaire de débattre entre intellectuels, entre journalistes, entre des représentants de mouvements associatifs. Ça fait enrichir. Mais nous n'avons pas à peu près à cadrer, à framer, à peu près à compartimenter un débat parfois qui devient interstellaire par rapport aux citoyens. Les citoyens sont sortis dans la rue. Premièrement, il y a quelque chose qu'on voit.
c'est que ces citoyens-là souffrent de problèmes quotidiens. Il y a un problème économique, social, il y a beaucoup de problèmes en Algérie parce que la société, elle est en paupérisation. Ça, c'est le Kesako, c'est Mais la pour le situation. moment, l'Arbi Les gens Jouemia, sont- il n'y a pas de revendications sociales, il n'y a que des revendications politiques, pour le moment. Non, mais écoutez, lorsqu'on débatte avec les gens, parce que tout simplement pour laisser le caractère citoyen du Hirak, sinon ça sera à peu près un enchevêtrement, un cloisonnage, parfois un foisonnage d'idéologie. Le Hirak, il comporte les islamistes comme il comporte les démocrates, toute orientation confondue. C'est ça sa nature, c'est ça qui est le bien dans le Hirak. Nous avons entretenu, certainement vous avez parlé beaucoup avec des gens, à partir de leurs problèmes. Nous avons illustré des problèmes de la corruption, de la santé. C'est très bien, c'est ça qui fortifie exactement la conscience et l'éveil citoyen. C'est à partir de là. Les gens sont sortis pour un cadre de vie qui est vraiment dans un état lamentable et pour faire face à un régime dont son identité première, il est voleur. Et l'Arbi Jouemia, Moussab voudrait vous répondre, mais d'abord une question. Et vous, quelle est votre attitude sur cette question? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'émergence d'un leadership dans l'immédiat pour le Hirak? Oui, représentant, je ne sais pas, représentant du Hirak, mais je veux que des gens soient prêts, c'est-à-dire ce qu'on appelle une adocratie temporaire, 4 ou 5 ou 6 personnes, à peu près de hukama, sages, qui sont là, si à jamais ce pouvoir-là négocie, on ne dialogue pas, il négocie son départ. Là, ils sont prêts pour représenter à peu près ce qu'on appelle la ligne médiane qui regroupe le Hirak. C'est très important que les gens soient prêts parce qu'on ne peut pas aussi continuer avec le Hirak sans adresse. Alors, une question très vite, Moussab, pour que nous puissions faire tourner le micro. Vous voulez poser une question ou intervenir? Non, vite fait, je veux souligner qu'il y a des options que chacun détient. Et justement, quand le régime a lancé cette histoire de représentation, c'était une offensive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas minimiser l'impact de ce qu'il a fait. C'est quelque chose de très dangereux qui pourrait complètement anéantir le Hirak. C'était quelque chose de très dangereux. Et pour la contrecarrer de la part du Hirak, il y a l'option aussi pour faire la contre-offensive, c'est l'escalade. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis il y a deux options. C'est la représentation qui est un peu en interaction avec ce que souhaite le régime, mais la force avec laquelle le Hirak peut s'armer, c'est l'escalade, parce que justement, elle se passe dans la rue, c'est-à-dire le terrain de force du Hirak, et non pas celui du régime. Je vous laisse poursuivre l'Arbi Jouemia avant de passer à Amir Abouraoui. Si jamais nous avons une expérience les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est justement la technique veiller à ce qu'on fait émerger l'autorité palestinienne avant les acquis. Les représentants, c'est toujours important. On ne doit avoir pas de représentants. C'est-à-dire genre de sages, un comité de sages qui va contacter ce pouvoir. Mais comment les désigner? Comment les désigner? Non. Bon, on peut trouver 5 personnes. C'est-à-dire, on peut voir. Il y a des gens qui sont en train de faire des déclarations, comme les 19 là. Mais ça, c'est votre critère, l'Arbi Jouemia. Vous ne pouvez pas l'imposer comme critère général. L'âge n'est pas un critère en soi. D'accord, mais c'est temporaire. Nous avons vécu tout simplement. Il va falloir trouver une façon pour commencer. Voilà, ça veut dire que ce ne sera pas aisé. On va organiser comme le Hirak et on va faire des élections, c'est impossible. Mais de toute manière, il faut qu'on voit à peu près des concessions substantielles de ce pouvoir, dans le sens à ce qu'il laisse, il quitte. Et à ce moment-là, pour faire le contact, maintenant, le Hirak, ce n'est pas une entité politique, il y a beaucoup de partis. C'est aller à ce principe de créer une phase transitoire pour justement créer l'espace le plus libre, démocratique, afin que les gens s'organisent. C'est ça le Et restez avec nous, l'Arbi Jouemia, Amir Abouraoui, sur cette question de représentativité du Hirak. Je pense que ce n'est pas encore le moment. Je pense que ce n'est pas encore le moment pour plusieurs raisons. D'abord, on a beaucoup d'éléments du Hirak qui sont en prison. Donc, leur libération d'abord, c'est un préalable. Autre chose, il faut qu'il nous démontre qu'il a une marge de manœuvre, M. Tebboune.
M. Tebboune qui a été placé par le haut commandement militaire, où la majorité des généraux ont dépassé l'âge de la retraite depuis très très longtemps. Donc il se trouve qu'il y a des gens qui doivent rentrer chez eux. C'est-à-dire tout simplement appliquer la loi et que tous les généraux de plus de 65 ans, ceux qui l'ont ramené, doivent rentrer chez eux. Parce que qui m'a قال العنقة المقيود ما يجيك ما يشد المقدف في وسط رياح عاصفة. ثم أنا وريلي شوية رجلة. Il y a autre chose, monsieur Benchenouf. والمقيود je répète parce que c'est tellement beau والمقيود ما يقيد ويشد المقدف في وسط الرياح عاصفة. Voilà, oui, oui. Et depuis longtemps, on n'a eu droit qu'à des maqyoudines. Voilà, qui nous montre qu'il a un peu les coups des franges. Autre chose, j'ai vu ici et là, on traite de traîtres tous ceux qui ne partagent pas notre vision des choses. Traiter de traîtres des gens qui ne partagent pas notre vision. J'ai vu des insultes de M. Farhat Aïtali. Sans M. Farhat Aïtali, on n'aurait jamais pu jusqu'ici comprendre toutes les affaires de corruption qui, pendant des années, traiter M. Farhat Aïtali d'opportuniste est une honte. Mais qui l'a traité ici On le voit dans les réseaux sociaux. Ah, d'accord, d'accord. Bah oui, c'est les réseaux sociaux. Et puis, un autre jeune qui a décidé d'aller vers le Hiwar, on n'a pas à le traiter de traître. Ce jeune, je le connais. J'ai milité avec lui contre le 4e mandat en 2014. Et pour moi, c'est une bêtise de courir à l'Hiwar aujourd'hui, parce qu'il faut d'abord qu'on nous démontre qu'on a envie d'aller vers des négociations. Libérer les détenus, mettre à la retraite les généraux dinosaures. Alors, Amira Boraoui, ce qui est en train de se passer en ce moment, l'après-12, depuis le 13, parce que tout le monde disait à l'époque, avant les élections, la vraie résistance commencera le 13. Ça veut dire que tout le monde s'attendait à une telle fraude, même si personne n'imaginait un tel niveau de fraude, et tout le monde savait qu'ils allaient passer celui qu'ils avaient eux-mêmes choisi, et tout le monde se préparait à la résistance. Or, maintenant, c'est comme s'il y avait quelques hésitations, de la déception. Est-ce que vous pensez qu'à partir de maintenant, surtout que demain, rappelons-le, est la marche des étudiants, mardi, qui promet d'être massive selon certaines sources, est-ce que vous pensez que l'après-13 sera aussi important, sinon plus important et plus massif que l'avant-13? Je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure, la révolution Trerbel, ceux qui étaient réellement préparés à ce qui allait se passer le 12, et ça, je l'avais dit à Béjaïa la semaine dernière, j'ai dit le 13, on va vous donner un nom. Le nom d'un président illégitime, qui sera rejeté par la majorité. Donc, les militants savaient à quoi s'attendre. Ceux qui étaient plus ou moins politisés le savaient. Mais vous savez, un jeune de 20 ans, qui sort depuis 9 mois et qui dit ma kash intikhabat ma'al isabat et qui dit ma kash intikhabat et qui voit qu'elles sont quand même imposées, je comprends son degré de déception. Et là doit rentrer en jeu le travail du politique, du militant, pour expliquer que le 12, c'est pas la fin du monde, qu'il y a des gens qui militent depuis très très longtemps, qui n'ont jamais baissé les bras, et que chaque jour est un jour de gagner. Chaque jour, il y a des acquis de la révolution. Est-ce que Amira Boraoui, est-ce que demain, mardi, le Hirak nous avait habitués à accompagner chaque mardi, comme dans la mesure des possibilités, parce qu'il y a des gens qui travaillent, ils nous ont habitués à accompagner les manifestations d'étudiants, surtout pour les protéger de la répression. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas demain, que beaucoup de gens vont encore se manifester pour accompagner les manifestations estudiantines? Oui, je le pense. Je pense qu'il y aura autant de monde que d'habitude, que ce soit mardi ou vendredi prochain. Je pense qu'il y a une sorte d'ébullition politique et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut maintenir la pression et je pense que les étudiants sont en train de se politiser. Ils rejettent. Il y en a beaucoup qui rejettent ce président. Bien sûr qu'il y a des déçus.
bien sûr qu'il y aura des défaitistes, bien sûr qu'il y en aura qui vont peut-être essayer de flirter avec les vestiges du régime. Et c'est normal, c'est une vie politique qui continue, c'est une révolution qui se poursuit. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Alors, Moussab Hamoudi, le Conseil constitutionnel, on vient de me le dire à l'oreillette, le Conseil constitutionnel confirme et valide l'élection de M. Tebboune. Sachant, est-ce que ça pose problème sur un plan juridique, sur un plan éthique, sachant que ce Conseil constitutionnel est anticonstitutionnel, qu'il a été désigné de façon qui était en flagrante violation de leur propre constitution. Ça, c'est connu. Donc, tout le processus est anticonstitutionnel. Et même non pas anti, mais contre, parce qu'il y a 2 degrés. Il y a l'anticonstitutionnel et il y a le contre-constitutionnel qui peut même... Il y a l'anticonstitutionnel qui peut déroger. Et voilà. Contre, c'est une violation. Complètement, et qui peut même menacer l'État. D'accord. Donc c'est un degré très grave, et c'est cette configuration-là. En fait, on n'est pas dans l'anticonstitutionnel, on est dans le contre-constitutionnel. Parce qu'une constitution ne peut pas être bafouée comme ça par un général d'état-major qui va la faire circuler à sa guise et modifier ses lois, ou bien la mettre appliquer, de côté. Ne pas appliquer. Voilà. C'est pas comme ça. Ça menace la formation de l'État-nation. Alors maintenant, après, il faut voir aussi au-delà de la question de l'éthique qui est connue, et donc on ne s'attend pas à mieux de ce régime, c'est plus aussi la perception à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'avec ces critères-là, ce monsieur qui vient de soi-disant qui vient d'être désigné par l'état-major ne peut pas se tenir d'égal à égal avec un chef d'État sur une table ou dans une négociation, ou même autour d'une table de repas. Alors, je reviens à Fatih Titouche, donc c'est le tour d'intervenir. Fatih Titouche, donc, sur ce sujet, d'abord le Conseil constitutionnel qui félicite, qui valide et qui confirme l'élection lui-même qui est anticonstitutionnelle. Mais sinon, est-ce que vous pensez que le Hirak va pouvoir se redéployer pour l'après 13 comme il l'a fait d'avant le 13 ? Alors, sur le Conseil constitutionnel, ce que je pourrais dire, c'est profiter de l'occasion pour expliquer qu'il ne s'agit pas uniquement d'un régime, c'est-à-dire de personnes, mais il s'agit aussi d'un système. Alors, le rôle du Conseil constitutionnel dans des États de droit, justement, c'est d'invalider toutes les lois qui sont contraires à la Constitution et qui soient répressives, contraires aux accords et aux traités que l'État a signés. Donc, et là, on a encore un élément du système, c'est-à-dire un Conseil constitutionnel qui n'est filtre de rien du tout, mais qui est le validateur de tout ce qui se fait par le même régime, qui a une chambre d'enregistrement, qui a transformé l'APN en une chambre d'enregistrement, qui a transformé les partis politiques en une sorte d'appareil politique, de propagande, etc. Donc, j'avais profité pour placer ça pour expliquer que c'est un système et ce n'est pas qu'une question de personnes. Maintenant, sur est-ce que le Hirak ou cette révolution va se redéployer, je pense que le Hirak, c'est le message en fait du vendredi 13 où il y a eu des manifestations massives était en quelque sorte une sorte de se rassurer entre nous, c'est-à-dire on sort tous le vendredi 13 et puis on se donne le message et on se dit non, ça ne s'arrête pas. Tout le monde a été rassuré et c'est à partir de là que pour moi, évidemment, qu'il y avait le message était clair, assez clair. D'ailleurs, il y a un message pour aller soutenir, pour faire une manifestation nationale à Oran pour essayer aussi de contrecarrer cette tentative du régime d'essayer d'isoler une région, tantôt de lui jeter des fleurs, tantôt de la réprimer, etc. et de dire que finalement tout vient de cette région. Parce que beaucoup disent « Ah mais finalement Tebboune, il aime bien la région de la Kabylie ». Non, Tebboune participe à cette propagande du régime de dire que finalement s'il s'adresse à eux, c'est parce que c'est eux qui s'opposent et pas toute l'Algérie, et il faudra bien casser cette propagande-là qui est insultante à tout le peuple algérien, parce que les manifestations et cette révolution est une révolution nationale qui va du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et justement, excusez-moi de vous interrompre, Fatih Titouche, cet appel du Hirak de cette fois-ci de ne pas rallier Alger, mais Oran, Wahran,
en signe de solidarité avec les compatriotes de l'Oranie qui sont en train de subir de très fortes représailles, une répression féroce. Vous pensez que le régime va laisser faire les Algériens se déplacer en masse sur Oran, lui qui a l'expérience du blocage des villes? Le régime n'a pas le choix, il n'est pas dans ses moyens d'empêcher les Algériens de tous bords de rejoindre Oran. Il a bien tenté à Alger, il a bien tenté ailleurs, et on a vu combien même en fait il amoindrit en quelque sorte le nombre de personnes qui puissent arriver à destination, mais au final c'est toujours un échec cuisant pour le régime. Je n'ai aucun doute qu'il va y avoir une grande manifestation à Oran qui servira aussi à mobiliser autour d'Oran et à l'ouest de l'Algérie. Je voulais revenir aussi sur la question de représentation et de négociation. Moi, je pense qu'il faudra sortir aussi un peu d'une sorte de dogmatisme ou peut-être de prendre les négociations, peut-être qu'avant la désignation de Tebboune comme porte-parole de l'état-major aurait été quelque chose d'utile. On a bien parlé ici aussi sur le Magharibia, sur le fait que peut-être que ces généraux-là ont peur qu'ils soient traduits dans des tribunaux internationaux, etc. et tout. Mais cette raison n'a plus lieu d'être parce qu'ils ont maintenant un président qui est capable de leur signer tout ce qu'ils veulent si, à un moment donné, ils comprennent que leur temps est fini et qu'il faudra bien qu'il y ait une transition démocratique vers un état de droit. Ils ont leur président. Qu'est-ce qu'on va négocier avec ce régime-là? Quel sera le contenu de ces négociations? Quel sera le contenu de ces négociations avant même de parler de qui va s'occuper de cette négociation? Par contre, est-ce qu'il nous faut une représentation politique? Oui, mais pas pour négocier. Je pense qu'il ne nous faut pas une organisation nationale avec quelques noms, parce que nous n'avons rien à négocier avec le régime, tout est clair. Nos revendications, elles sont très claires. Nous voulons un état de droit. Le régime pourra répondre, et il répondra quand nous imposerons notre rapport de force. Et là, on revient à une question centrale qui est, il y a des Occidentaux, des puissances qui soutiennent ce régime. Ces puissances attendent de voir une alternative à ce régime pour le lâcher. Et c'est pour ça que Washington donne le là en félicitant le président. Vous allez voir qu'il va y avoir d'autres capitales qui vont suivre, parce qu'en général, ça se passe comme ça. Quand les États-Unis décident de faire quelque chose, il y a beaucoup de pays qui suivent derrière. Maintenant, cette représentation, c'est pour moi une organisation de la société, comme on veut, comme on peut et comme on veut, et d'une manière autonome. Et restez avec nous. Maintenant, apprendre à s'organiser. Pourquoi faire? Pour organiser la résistance à ce régime. Et restez avec nous, Titouche. Alors, une question, je vous demanderai de faire un tour de micro assez rapide pour pouvoir aborder notre question sur le retrait définitif annoncé par M. Benflis, sur le retrait définitif de la vie politique. Il dit remettre le flambeau à la jeune génération et qu'il ne fera plus de politique. Donc, dans la forme, il n'y avait pas d'autre choix, il n'est plus apte. Il est sorti par la toute petite porte, donc sans gloire, sans rien. Même, au vu de la psychologie algérienne, on peut dire qu'il a bien sali son nom de famille. Et donc, le flambeau, je ne pense pas qu'il a un jour cru que le flambeau devait passer aux jeunes. Donc, fin triste pour une carrière triste au service du régime. L'Arabie Zouemia, très rapidement sur le retrait définitif de M. Benflis de la vie politique. Benflis, j'étais contre à ce qu'il se présente. Donc il a fait des frais. Il a subi une agression, il faut le dire. Même en tant que chef, il a subi une agression. Le vote. Donc il y avait une consigne qui était lancée contre lui. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est correct. Donc il peut quitter et laisser son parti à des jeunes. C'est la réponse la plus correcte et la plus logique, je pense. Amira Bouraoui, sur le retrait politique de M. Benflis. Figurez-vous que même si j'avais écrit sur mon compte qu'il ne devait pas y aller, qu'il avait reçu une gifle en 2004, en 2014,
et encore une troisième en 2019. Vous savez, en 2014, quand on était sorti avec le mouvement Baraket, on nous avait demandé à l'époque, on nous avait dragué un peu pour soutenir Benflis, mais on était, nous, contre le 4e mandat et contre des présidentielles caduques, et on ne voulait soutenir personne. Il avait donné de la légitimité à l'époque et on savait comment ça allait finir pour lui, et là, ça finit encore mal pour lui. Je suis triste pour lui. C'est une bonne décision de quitter, mais ça reste un homme respectable. Fatih Titouche sur le retrait de M. Benflis. Moi, je suis beaucoup moins triste pour lui. Je pense que Benflis a fait beaucoup de mal. À chaque fois qu'il participe à des élections, à chaque fois qu'il participe à la légitimation de processus électoraux qui ont toujours servi à maintenir et à reconduire le système, cette fois-là encore plus, parce que s'ils ont réussi à imposer cette élection présidentielle, c'est aussi parce que des gens comme Benflis sont allés participer. J'oublierai pas aussi que tout le staff de Benflis a participé massivement à la contre-révolution. Je citerai par exemple sa porte-parole et un des membres les plus importants de la direction de sa campagne qui disait tout simplement et tout bonnement que les détenus sont jugés sur l'article tel de telle loi et justifier la détention de certains détenus. Donc du coup, voilà, moi je dis aujourd'hui, il se retire de la vie politique, mais en fait, est-ce qu'il il a réussi un jour à rentrer dans le cœur des Algériens? C'est ce qu'il n'a pas réussi, et c'est ce qu'il ne réussira plus, vu que maintenant il s'est retiré de la vie politique. Et restez avec nous. Alors, le dernier point de la discussion, avant de rappeler, pour essayer que la conclusion, en fait, de cet appel au dialogue de M. Tebboune et Ghedsalah, ça veut dire, c'est clair, s'il y a de la part du Hirak une réponse même mitigée, ça signifiera la victoire de Ghedsalah, en fait, de l'état-major. Mais nous allons passer au point suivant et le dernier. Pourquoi, Moussab Hammoudi, cette répression féroce à l'ouest, qui s'est déployée d'une façon absolument systématique? On a frappé des gens, des femmes, des bombes lacrymogènes, des tirs, des arrestations par centaines, de très mauvais traitements dans les commissariats et jusqu'à des tortures. Je ne parle pas des humiliations de femmes, des mots prononcés par les policiers qui sont complètement contraires à la pudeur. À votre avis, pourquoi cette opération délibérée, mûrement réfléchie, pourquoi ? C'est en fait toujours le même mode opératoire, c'est isoler une région, essayer de focaliser, de faire abattre sur elle une force sécuritaire pour l'isoler, après se détourner, passer à une autre région. Donc on a vu qu'il y avait un mouvement quand on voit dans la longueur temporelle, c'était la Kabylie, c'était Tlemcen, après c'était aussi Annaba, et après on saute sur Oran. Le parallèle à établir, et qui peut être très loin, mais en fait il est très proche, ce sont les voyages de Gaïd Salah à établir avec ça. En fait, il veut donner l'impression qu'il contrôle tout le territoire national. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis arrêtez d'attribuer beaucoup de force à Ahmed Gaïd Salah, en fait, qu'il n'en a pas. Parce que lui, il est obsédé par un peu cette image de faire le tour du pays, soit en voyageant, soit en réprimant, pour dire... Soit en discourant. Voilà, bien sûr. Pour dire que c'est moi, j'ai la main mise sur le pays. Or, ce n'est pas du tout le cas, parce que lui, on sait qu'il ne passe pas de nuit dans le même foyer, dans le même endroit. Il ne sort pas des casernes, et voilà, il est en volte-face tout le temps. Et c'est pour ça maintenant qu'il ne faut pas juste rester comme ça. D'ailleurs, l'élan de solidarité avec Oran et Annab auparavant, c'était impressionnant. Jusqu'à hier, dans notre marche à Paris, tout le monde scandait en hommage à Wahrm, bien sûr. Et Staïf et Annaba et Mostran. Mais c'était impressionnant. À chaque fois qu'une région est ciblée, c'est solidarité nationale. Exactement. Et on l'a vu même en Algérie, puisque quand il y a eu la répression en Kabylie, les drapeaux berbères ont retenti à Annaba. Et d'ailleurs, quelque chose qui a été peu souligné, quand il y avait de la répression ailleurs, les habitants de Tizi Ouzou scandaient en arabe. Absolument. Donc,
الانتخابات مع العصابات alors que les gens de l'Ouest disaient ولاش الانتخابات مع العصابات. Voilà, donc ce sont des mouvements très intéressants. Après, il y a cette histoire, bien sûr, de trahison sur laquelle je voudrais dire quelque chose. En fait, toute révolution est normative. Donc cet élan de dire que tel est un traître, c'est parce qu'il a commis quelque chose. Et c'est le propre des révolutions, c'est comme ça. C'est pas, la révolution n'est pas une demi-mesure. Parce que le risque est grand, en fait, comme disent les Italiens, che sbaglia paga, qui perd paye. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre qu'on a mené 10 mois où on a donné des coups à l'état-major qui l'ont complètement affaiblir et qu'au bout du chemin, on reçoit un chaos. Ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est la normativité des révolutions. C'est un peu une pulsion qui sort automatiquement. Elle n'est pas commandée. Quiconque sort des rails, on lui tombe dessus. Voilà. Alors, l'Arabie Zouémia, sur cette répression qui s'est abattue sur l'ouest du pays, Wahran notamment. Si vous permettez 15 secondes, juste. Parfois, on est si inspiré lorsqu'on parle de Bouflis. Bouflis, on l'a attaqué maintes reprises, même ici dans vos émissions, les émissions d'Al-Maghribiya. Mais il s'avère qu'il n'est pas le représentant du Nizam. C'est pas la police d'entraînement, donc il est écarté. Donc maintenant, si on est si inspiré de Bouflis, il fallait aussi être plus inspiré lorsqu'on parle de Général Touati. C'est un peu... Maintenant, les gens qui représentent le Hirak, y compris Bourras, Delbaïef qui a fait une année, qui est malade, qui représente du Hirak. Le cautionnement onomastique, il y a le Hirak, c'est dans toute l'Algérie. Et c'est très bien ce que fait le Maghribi en ouvrant les antennes et en élargissant la participation. Il ne faut pas on s'impose à peu près un cadre lexical, phrasiologique pour parler. Il y a beaucoup de gens, à Oued Souf, à Tlemcen, qui sont représentés à Hirak. Il y a 1100 personnes qui sont passées devant le juge. Il y a 210 emprisonnés, le reste c'est sous contrôle judiciaire. Il y a quelques 400 qui ont perdu leur poste d'emploi. Maintenant, concernant l'Ouest Oran. Oran, ça me rappelle le frère du Chedli Beljdid lorsqu'il était wali à Constantine. Il leur a dit, peut-être, il y avait Guidoum déjà qui était spécialiste à ce moment-là à Constantine. J'y étais à Constantine, au moment des événements. Il leur a dit, moi je donne un appartement à copine ou des Zoumah maintenant. C'est à peu près, il a son Nsibou Souad qui est de Tarf. Le chef de la deuxième région militaire, qui se trouve être le gendre de Gaïd Saleh. C'est l'îlot Orani, là où on discute, là où on fait les affaires, là où on touche le cocaïne, et là où a rencontré Gaïd Saleh Tebboune le 9 septembre 2019. Donc il y a le zèle de ce chef d'état-major et le chef de la police, et justement je dénonce, je condamne le communiqué de la DGSN. Ça c'est la diversion, c'est le mensonge. C'est le fragmentaire lacunaire en vue un petit peu de tromper l'opinion. Nous étions toujours du côté des policiers, de leur situation, de leurs conditions de travail, avant que ces gens-là parlent, contre le Hamel, lorsqu'il a fermé Oran. Donc que les gens disent, ils ne parlent pas des dépassements faits par la police. Personne n'a donné consigne pour insulter ni agresser les policiers. C'est faux, c'est du mensonge de la DGSN. Maintenant, ils doivent s'expliquer sur le policier, le comportement du policier vis-à-vis de la demoiselle qui était debout, il l'a fauché, il lui a fait un croc en jambe. Donc, j'aimerais bien quitter parce que j'ai, pour des impératifs de voyage, c'est Benchinor. Oui. Nous essayons d'élargir. C'est très important. On ne risque pas de tomber dans le déséquilibre des années 90 et avant 90, où il y a à peu près une petite caste quelque part qui décide pour l'Est d'Algérie. Vous faites quelque chose de très bien. Il y a un élargissement du débat, que les gens exactement apprennent à parler, à proposer, à chercher la bonne information en vue d'aller ensemble vers un changement qui fera exactement la nouvelle Algérie, l'Algérie démocratique et l'Algérie du droit et de la justice et des chances égales. Merci. Voilà. Merci l'Arabie Zouémia, bon voyage, au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, dans une autre émission. Amira Bouraoui, sur cette répression qui s'est abattue sur l'ouest du pays. Je tiens d'abord à la condamner. Les images étaient vraiment choquantes. Et par la suite, un communiqué complètement digne des années de Braise,
Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas conscience qu'avec la technologie, on arrive à voir tout ce qui se passe et un peu partout. Et le citoyen est devenu un journaliste citoyen qui nous rapporte l'image. C'était choquant. Mais je pense qu'il y a eu une volonté de réprimer à Oran pour tenter de dire et de stigmatiser encore la Kabylie et pour dire qu'il n'y a que la Kabylie qui s'est opposée à Tebboune, ce qui est complètement faux. Les 48 wilayas, on les a vus manifester et même si le taux de votants déclaré avec bourrage des urnes, etc., c'est vrai que la Kabylie est à 0%, mais les autres wilayas, j'ai discuté hier avec le militant de Djelfa, Nessim Brahimi, qui me donnait des chiffres où ils sont passés par rapport aux dernières élections de 80% à 40%. 40% avec bourrage, avec les casernes, etc. Moi, en tant que maman, si j'avais deux enfants, si j'ai un enfant qui a 6 de moyenne et un autre qui a toujours 18, je serais davantage contente qu'on passe de 6 à 10 plutôt que de 18 à 19. Les wilayas ne sont pas, par rapport à leur histoire militante, ne sont pas pareils. C'est pas pareil quand on vit dans une wilaya plus ou moins riche et qui est ouverte vers l'universel, qui a une histoire d'ouverture vers l'universel depuis des siècles, et être au sud algérien où le journal arrive 3 jours après et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on se connecte avec les autres citoyens. On avance vraiment et c'est magnifique. Et donc cette volonté de réprimer à l'ouest, c'est pour stigmatiser la Kabylie alors qu'on sait très bien que ça milite à l'ouest, à l'est, au sud et partout. Donc qu'il nous prouve aujourd'hui, Monsieur Tebboune, qu'il nous prouve qu'il apporte le changement, qu'il arrête la répression, qu'il qu'il libère tous les manifestants et Monsieur Bourga'a et tout le monde, et qu'il fasse en sorte de mettre à la retraite tous les généraux de plus de 65 ans. Ah, là, Et vous demandez quelque chose d'impossible. Désolé, Amira. Alors si c'est impossible... Vous attendez de Tebboune qu'ils mettent les généraux à la retraite? Alors si c'est impossible, Monsieur Bencheniou, Évidemment. ما كاش الحوار مع العصابات. Voilà. Merci Amira Bouraoui. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, Fatih Titouche, vous aurez le mot de la fin sur cette répression d'Awahran. Évidemment, en fait, moi j'ai relayé cet appel-là, j'ai trouvé cet appel à rejoindre Oran magnifique et vraiment ça relève du génie parce que c'est une double voire triple réponse aux tentatives et aux manœuvres du régime. La première, c'est que quand le régime montre sa nature, parce que moi je l'ai dit plusieurs fois, le régime n'est pas pacifique. En fait, il est pacifique quand il n'a pas le choix, quand il a devant lui des centaines de milliers de personnes, il ne peut pas être autre, il ne peut pas gérer autrement que pacifiquement. Maintenant, à chaque fois qu'il a très peu de nombre, il profite pour essayer de faire peur et de passer le message à tous les autres. Donc, le message de solidarité, cette marche de solidarité pour que tous les Algériens qui puissent, bien sûr, qui peuvent y aller à Oran, c'est une réponse pour dire nous n'allons pas nous soumettre à vos tentatives de nous faire peur, de nous faire reculer d'un côté. De l'autre côté, il y a bien un noyau dur qui s'est constitué dans l'ouest de l'Algérie de militants jeunes qui font un excellent travail et qu'on essaye dont beaucoup sont en prison, réprimer. il faut le rappeler. Bien évidemment qu'on essaye de réprimer, et c'est pour ça que le régime essaye de les réprimer pour laisser isoler la contestation à peu près dans les foyers classiques du centre, etc. Donc du coup, le fait d'y aller à Oran, c'est aussi d'élargir ces foyers de la révolution. Et desserrer l'étau sur les régions qui se mobilisent le plus. Et il faudra, moi je voudrais bien dénoncer, en 10 secondes, dénoncer aussi ces tentatives d'intimidation du régime. J'ai des amis, filles, dont une avec laquelle je suis très proche, qui reçoit des appels téléphoniques d'un officier de police qui lui dit « Je veux venir te voir chez toi à la maison pour qu'on en parle ». Ces intimidations doivent s'arrêter et les militants doivent savoir qu'ils ne doivent pas répondre à ce genre de réponse. On ne reçoit pas
à la maison des officiers pour nous faire la morale et nous expliquer. Parce que la tentative, elle est claire. Aller parler à une fille devant ses parents et la menacer devant ses parents pour laisser après les parents faire le travail d'intimidation. Enfin, les parents vont automatiquement lui dire il faudrait maintenant que tu te calmes, sinon tu vas te retrouver en prison et c'est naturel. C'est-à-dire jouer sur ces sentiments-là. Et restez Et avec ça, nous. ça montre la médiocrité et le caractère sinistre de ce régime. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et effectivement, on nous a signalé à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est pour ça que ces femmes, ces filles, ces jeunes filles, ces étudiantes, ces fonctionnaires, ces citoyennes algériennes qui se mobilisent dans l'Irak sont admirables, dignes du plus grand respect, parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables que leurs compatriotes masculins. Vous savez, nos sociétés, comment elles sont structurées et quelle perception de la pudeur nous avons. Elles ont d'autant plus de mérite de se déployer, de militer, de se mobiliser autant. Moussa Hamoudi, vous voulez dire quelque chose avant que nous ne clôturions? Oui, bien sûr, parce que cette répression, ça y est, on l'a vu déjà, la réponse, elle était donnée, le ton, la tonalité, elle était annoncée. C'est que c'est pas ça qui va faire reculer les gens, c'est pas ça qui va les faire arrêter. Et de la plus belle des manières, parce qu'il y avait cet élan de solidarité. Ça veut dire que le pari du régime, quand il prend une région et il s'abat avec la répression sur elle, c'est de dire je vais créer une brèche que je vais essayer d'élargir, comme ça je coupe le seul corps au moins en deux. Donc avec cette réponse, c'est déjà dire que ta mission est un fiasco, c'est fini. Nous sommes tous Donc, ensemble, nous sommes bien tous un sûr. seul corps. Et ça va être démontré demain de la plus belle des Mardi, façons sur le mardi. ouais. Sur le terrain, parce que bien sûr tout est fait sur le terrain. Et ça aura aussi des répercussions, parce que je veux la lier avec la question de l'international, parce que dire que les États-Unis ont reconnu ce président, ça veut dire c'est quelque chose de grand. Non, pas du tout. C'est tout à fait protocolaire. C'est protocolaire, pourquoi? Parce que déjà les États-Unis n'ont pas un volume énorme d'échanges avec l'Algérie, c'est juste 1 milliard. Absolument. Et puis, il ne suffit pas juste de pouvoir signer des accords avec l'Algérie, entre l'Algérie et les États-Unis. Il faut garantir aussi la pérennité de l'intérêt. Ça, ce régime, avec une telle contestation, avec une telle réaction à cette contestation, il ne fait pas l'unanimité, enfin, il ne fait pas du tout foi auprès des Américains, et que après aussi, les Américains ont complètement abandonné la région du Proche-Orient. On le voit à travers l'exemple libyen. Donc, Absolument. en fait, le rapport, en fait, ce qui est venu des États-Unis n'est pas normatif, il n'est pas significatif. Absolument. Et donc, à partir de ce moment-là, ce que le Hirak doit comprendre, c'est qu'il doit juste maintenir la rue, il doit diversifier, parce que là, incontestablement, c'est un cycle de l'après 12-12, donc c'est un autre cycle avec une autre évolution, avec une escalade automatique. Il doit diversifier ses formes de contestation. Silmi, c'est un acquis, on le voit. Et puis, voilà, être dans l'intensif et aller crescendo. Vous avez tout dit, donc je ne ferai pas de conclusion, sauf pour rappeler demain et mardi que la meilleure réponse à apporter à ce régime qui déploie une violence inouïe contre les manifestants est de manifester demain côte à côte dans le plus grand pacifisme, dans le plus grand civisme.